Bonsoir. Bonsoir mes chers amis. Comment allez-vous ce soir? Avec vous, le crabe. Le crabe ASMR. J'espère que vous allez extrêmement bien ce soir. Et que vous êtes prêts à passer un petit moment en ma compagnie. Alors, pour ceux qui ne suivent pas mon Instagram, je vous invite à aller le suivre. Je n'y suis pas extrêmement actif, mais de temps en temps, je poste quelques news ou bien des petits bruits sympas que je trouve de temps en temps. Vous y trouvez également toutes mes vidéos un peu humoristiques que vous pouvez trouver en intro de certaines vidéos. Voilà, c'est le lieu privilégié pour les trouver. Tout ça pour dire que, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, la semaine dernière, j'ai eu quelques difficultés à sortir une vidéo car mon index 3 a fait intimement connaissance avec la portière de ma voiture et il s'en est résulté un incroyable doigt noir ou violet. Bon, là ça va bien mieux, mais la semaine dernière c'était pas top, ça me faisait assez mal. Donc c'était difficile pour moi, ne serait-ce que de frôler comme ça mes doigts. Donc c'était un peu dommage de vous proposer une séance où je ne pouvais même pas bouger mes mains, on va dire. Je vous épargne, j'aimerais bien tout vous raconter, mais on va dire que ce ne sont pas des détails extrêmement relaxants. Voilà, ça pourrait hérisser les poils dans le dos. C'est pas non plus dramatique, mais c'est pas des histoires très agréables, quoi, on va dire. Voilà. En tout cas, je remercie énormément tous ceux qui m'ont envoyé un petit message pour me dire d'aller mieux et m'encourager. Merci à vous. Et tant qu'on y est, j'aimerais encore une fois remercier tous ceux qui prennent le temps de mettre un petit like. Encore plus tous ceux qui prennent le temps de mettre un petit commentaire pour dire ouais, j'ai bien aimé ci, j'ai bien aimé ça, ça c'était cool, ce serait bien qu'on voit un peu plus de ci, un peu plus de ça. C'est vraiment de votre temps et je vous en remercie. Et un petit message à tous ceux qui ne sont pas abonnés. Que faites-vous? Pourquoi n'avez-vous pas touché ce pauvre bouton s'abonner qui se sent si seul? Voilà. Merci encore à vous. Pour ce soir, du coup, comme je voulais pas utiliser non plus mes mains de manière extensive et que ça faisait longtemps, plus ou moins, que je ne vous avais pas proposé une petite lecture, je vous propose un petit bout de ce livre. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Hop, voilà. Il
disparaître. Voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, c'est pas extrêmement esthétique. Esthétique. Et encore de loin, certains penseraient que c'est un peu du vernis quoi. Peut-être que je pourrais faire du vernis sur les autres doigts pour matcher. Enfin voilà. Donc, pour en revenir à ce livre, il est assez connu, je pense. Pour certains, c'est une sorte de, comment dire, de livre de chevet qu'on a toujours apporté pour le lire et le relire et apprendre et en tirer des leçons. C'est un peu un livre philosophique où on peut interpréter énormément de choses. Donc Paulo Coelho, qui est très connu, il a sorti plein de livres, mais il me semble que celui-ci est un des plus connus. Je ne vais pas vous lire tout le résumé, mais juste le dernier petit bout qui me semble assez explicite. Alors, destiné à l'enfant que chaque être cache en lui, l'alchimiste est un merveilleux conte philosophique qui nous guide sur la voie d'un trésor oublié. Et des terres noires andalouses au mystère de l'Égypte, déchiffrant les augures du ciel, le lecteur trouvera lui aussi le secret de l'alchimie. Voilà, ça veut un peu tout et rien dire. Mais voilà, je vous invite quand même à le lire. Il est pas très gros en vrai, parce que c'est écrit gros. Voilà. Donc, il y a environ 200 pages, quoi. Ça se lit assez rapidement. Et nous allons découvrir ensemble ce soir les premières pages de cet ouvrage. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite, mes chers amis, à vous installer confortablement. Très confortablement. Je dirais même le plus confortablement possible. Et nous allons découvrir ensemble les secrets des premières pages de ce livre. En toute logique, je vais commencer par le prologue. Nous allons partir donc pour l'alchimiste de Paulo Coelho. Prenez une grande inspiration et une expiration. Nous partons ensemble, mes chers amis. Détendez-vous. Ne pensez plus à rien. Plus à rien du tout. Concentrez-vous sur ma voix pendant les prochaines minutes. Je serai votre seul et unique interlocuteur. Voilà. Détends-toi. L'alchimiste prit en main un livre qu'avait apporté quelqu'un de la caravane. Le volume n'avait pas de couverture, mais il put cependant identifier l'auteur, Oscar Wilde. En feuilletant les pages, il tomba
L'alchimiste connaissait la légende de Narcisse, ce beau jeune homme qui allait tous les jours contempler sa propre beauté dans l'eau d'un lac. Il était si fasciné par son image qu'un jour il tomba dans le lac et s'y noya. À l'endroit où il était tombé, naquit une fleur qui fut appelée Narcisse. Mais ce n'était pas de cette manière qu'Oscar Wilde terminait l'histoire. Il disait qu'à la mort de Narcisse, les Oréades, divinités des bois, étaient venus au bord de ce lac d'eau douce et l'avaient trouvé transformé en urne de larmes amères, en urne de larmes amères. Pourquoi pleures-tu? Demandèrent les Oréades. Je pleure pour Narcisse, répondit le lac. Voilà qui ne nous étonne guère. Dirent-elles alors, nous avons beau être toutes constamment à sa poursuite dans les bois, tu étais le seul à pouvoir contempler de près sa beauté. Sa beauté. Narcisse était donc beau, demanda le lac. Qui, mieux que toi, pouvait le savoir? Répliquèrent les Oréades, surprises. C'était bien sur tes rives tout de même qu'il se penchait chaque jour. Le lac resta un moment sans rien dire. Puis, je pleure pour Narcisse, mais je ne m'étais jamais aperçu que Narcisse était beau. Je pleure pour Narcisse parce que chaque fois qu'il se penchait sur mes rives, je pouvais voir au fond de ses yeux le reflet de ma propre beauté. Voilà une bien belle histoire, dit l'alchimiste. Voilà. Là, rien que au niveau du prologue, vous pouvez voir que ce livre est rempli de phrases qui nous font réfléchir. On y va donc pour la première partie. C'est pas des chapitres, ça s'appelle première partie. Première partie. J'espère que vous allez toujours bien. Détendez-vous. On est ici ensemble pour passer un bon moment. Un moment de détente. Un moment privilégié. Relaxez-vous et profitez de l'histoire. Il se nommait Santiago. Le jour déclinait lorsqu'il arriva, avec son troupeau, devant une vieille église abandonnée. Le toit s'était écroulé depuis bien longtemps, et un énorme sycomore avait grandi à l'emplacement où se trouvait autrefois la sacristie. Il décida de passer la nuit dans cet endroit. Il fit entrer toutes les brebis par la porte en ruine et disposa quelques planches de façon à les empêcher de s'échapper au cours de la nuit. Il n'y avait pas de loup dans la région, mais une fois une bête s'était enfuie et il avait dû perdre toute la journée du lendemain à chercher la brebis égarée. Il étendit sa cape sur le sol et s'allongea.
se servant comme oreiller du livre qu'il venait de terminer. Avant de s'endormir, il pensa qu'il devrait maintenant lire des ouvrages plus volumineux. Il mettrait ainsi plus de temps à les finir et ce seraient des oreillers plus confortables pour la nuit. Il faisait encore sombre quand il s'éveilla. Il regarda au-dessus de lui et vit scintiller les étoiles au travers du toit à moitié effondré. J'aurais bien aimé dormir un peu plus longtemps, pensa-t-il. Il avait fait le même rêve que la semaine précédente, et de nouveau, il s'était éveillé avant la fin. Il se leva et but une gorgée de vin. Puis il se saisit de la houlette et se mit à réveiller les brebis qui dormaient encore. Il avait remarqué que la plupart des bêtes sortaient du sommeil sitôt que lui-même reprenait conscience, comme si quelque mystérieuse énergie eût uni sa vie à celle des moutons qui depuis 2 ans parcouraient le pays avec lui, en quête de nourriture et d'eau. Ils se sont si bien habitués à moi qu'ils connaissent mes horaires, se dit-il à voix basse. Puis, après un instant de réflexion, il pensa que ce pouvait aussi bien être l'inverse. C'était lui qui s'était habitué aux horaires des animaux. Il y avait cependant des brebis qui tardaient un peu plus à se relever. Il les réveilla une à une avec son bâton en appelant chacune d'elles par son nom. Il avait toujours été persuadé que les brebis étaient capables de comprendre ce qu'il disait. Aussi leur lisait-il parfois certains passages des livres qu'il avait marqués, ou bien il leur parlait de la solitude ou de la joie de vivre d'un berger dans la campagne. Commenter les dernières nouveautés qu'il avait vues dans la ville, par où il avait l'habitude de passer. Depuis l'avant-veille, pourtant, il n'avait pratiquement pas eu d'autre sujet de conversation que cette jeune fille qui habitait la ville où il allait arriver 4 jours plus tard. C'était la fille d'un commerçant. Il n'était venu là qu'une fois l'année précédente. Le commerçant possédait un magasin de tissus et il aimait voir tondre les brebis sous ses yeux pour éviter toute tromperie sur la marchandise. Un ami lui avait indiqué le magasin et le berger y avait amené son troupeau. Comment ça va jusqu'à présent? Inspirez. Expirez. Voilà. 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 J'ai besoin de vendre un peu de laine, dit-il au commerçant. La boutique était pleine, et le commerçant demanda au berger d'attendre jusqu'en début de soirée. Celui-ci alla donc s'asseoir sur le trottoir du magasin et tira un livre de sa besace. Je ne savais pas que les bergers pouvaient lire des livres, dit une voix de femme à côté de lui. C'était une jeune fille qui avait le type
rappelait vaguement les anciens conquérants morts. C'est que les brebis enseignent plus de choses que les livres, répondit le jeune berger. Ils restèrent à bavarder plus de 2 heures durant. Elle dit quelle était la vie du commerçant et parla de la vie au village, où chaque jour était semblable au précédent. Le berger raconta la campagne d'Andalousie, les dernières nouveautés qu'il avait vues dans les villes par où il était passé. Il était heureux de n'être pas obligé de toujours converser avec ses brebis. Comment avez-vous appris à lire vint à demander la jeune fille. Comme tout le monde, répondit-il, à l'école. Mais alors, si vous savez lire, pourquoi n'êtes-vous donc qu'un berger? Le jeune homme se déroba pour n'avoir pas à répondre à cette question. Il était bien sûr que la jeune fille ne pourrait pas comprendre. Il continua à raconter ses histoires de voyage, et les petits yeux mauresques s'ouvraient tout grands ou se refermaient sous l'effet de l'ébahissement et de la surprise. À mesure que le temps passait, le jeune homme se prit à souhaiter que ce jour ne finît jamais, que le père de la jeune fille demeurât occupé longtemps encore et lui demanda d'attendre pendant 3 jours. Il se rendit compte qu'il ressentait quelque chose qu'il n'avait encore jamais éprouvé jusqu'alors. L'envie de se fixer pour toujours dans une même ville. Avec la jeune fille aux cheveux noirs, les jours ne seraient jamais semblables. Mais le commerçant arriva. Finalement, il lui demanda de tondre 4 brebis. Puis il le paya ce qu'il devait et l'invita à revenir l'année suivante. Donc c'était un flashback. Il ne manquait plus maintenant que 4 jours pour arriver dans cette même bourgade. Il était tout excité et en même temps plein d'incertitudes. Plein d'incertitudes. Peut-être la jeune fille l'aurait-elle oublié. Il ne manquait pas de bergers qui passaient par là pour vendre de la laine. Peu importe, dit-il, parlant à ses brebis. Moi aussi je connais d'autres filles dans d'autres villes. Mais dans le fond de son cœur, il savait que c'était loin d'être sans importance. Et que les bergers, comme les marins ou les commis voyageurs, connaissent toujours une ville où il existe quelqu'un capable de leur faire oublier le plaisir de courir le monde en toute liberté. Alors que paraissaient les premières lueurs de l'aube, le berger commença à faire avancer ses moutons dans la direction du soleil levant. Ils n'ont jamais besoin de prendre une décision, pensa-t-il. C'est peut-être pour cette raison qu'ils restent toujours auprès de moi. Le seul besoin qu'éprouvent les moutons, c'était celui d'eau et de nourriture. Et tant que leur berger connaîtrait les meilleurs pâturages d'Andalousie, ils seraient toujours ses amis. Même si tous les jours étaient semblables les uns aux autres, faits de longues heures qui se traînent entre le lever et le coucher du soleil.
ils offraient généreusement leur laine, leur compagnie et, de temps en temps, leur viande. Si d'un moment à l'autre, je me transformais en monstre et me mettais à les tuer un à un, ils ne commenceraient à comprendre qu'une fois le troupeau déjà presque tout entier exterminé, pensa-t-il. Parce qu'ils ont confiance en moi et qu'ils sont censés se fier à leurs propres instincts. Tout cela parce que c'est moi qui les mène en pâturage. Le jeune homme commença à se surprendre de ses propres pensées, à les trouver bizarres. L'église avec le sycomore qui poussait à l'intérieur était peut-être hantée. Était-ce pour cette raison qu'il y avait encore refait ce même rêve et qu'il éprouvait maintenant une sorte de colère à l'encontre des brebis, ses amis toujours fidèles? Il but un peu de vin qui lui restait du souper de la veille et serra son manteau contre son corps. Il savait que, dans quelques heures, avec le soleil à pic, il allait faire si chaud qu'il ne pourrait plus mener son troupeau à travers la campagne. À cette heure-là, en été, toute l'Espagne dormait. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui. La chaleur durerait jusqu'à la nuit, et pendant tout ce temps, il lui faudrait transporter son manteau avec lui. Malgré tout, quand il y avait envie de se plaindre de cette charge, il se souvenait que, grâce à cette charge, précisément, il n'avait pas ressenti le froid du petit matin. Nous devons toujours être prêts à affronter les surprises du temps, songea-t-il alors, et il acceptait avec gratitude le poids de son manteau. Encore une phrase très philosophique. Celui-ci avait donc sa raison d'être, comme le jeune homme lui-même. Au bout de 2 années passées à parcourir les plaines de l'Andalousie, il connaissait par cœur toutes les villes de la région. Et c'était là ce qui donnait un sens à sa vie. Voyager. Il avait l'intention cette fois-ci d'expliquer à la jeune fille pourquoi un simple berger peut savoir lire. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il avait fréquenté le séminaire. Ses parents auraient voulu faire de lui un prêtre, motif de fierté pour une humble famille paysanne qui travaillait tout juste pour la nourriture et l'eau, comme ses moutons. Il avait étudié le latin, l'espagnol, la théologie, mais depuis sa tendre enfance, il rêvait de connaître le monde. Et c'était là quelque chose de bien plus important que de connaître Dieu ou les péchés des hommes. Un beau soir, en allant voir sa famille, il s'était armé de courage et avait dit à son père qu'il ne voulait pas être curé. Il voulait voyager. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Repose-toi, détends-toi. C'est un moment
foncé, maison semblable aux hommes de notre village. Mais moi, je ne connais pas les châteaux des pays d'où viennent ces hommes, répliqua ce jeune homme. Le père n'ajouta rien de plus. Le lendemain, il donna à son fils une bourse qui contenait 3 vieilles pièces d'or espagnol. Je les ai trouvées un jour dans un champ. Dans mon idée, elles devaient aller à l'église, à l'occasion de ton ordination. Achète-toi un troupeau et va courir le monde, jusqu'au jour où tu apprendras que notre château est le plus digne d'intérêt, et nos femmes les plus belles. Et il lui donna sa bénédiction. Le garçon, dans les yeux de son père, lui aussi une envie de courir le monde, une envie qui vivait toujours, en dépit des dizaines d'années au cours desquelles il avait essayé de la faire passer en demeurant dans le même lieu pour y dormir chaque nuit, y boire et manger. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Il faudra lire la suite si on veut apprendre qu'est-ce qu'il dit à cette jeune femme, s'il arrive à la retrouver et